Debout sur le pont d'observation du vaisseau de transport, Jake Martinez regardait la station de Kepler-7 prendre de l'ampleur dans le hublot. La structure gigantesque tournait lentement dans l'espace, ses surfaces métalliques brillant sous l'éclat de 3 soleils lointains. Ce serait sa demeure pour les 2 prochaines années, dans le cadre du premier programme d'échange étudiant de la Terre avec l'Académie galactique. L'humain de 19 ans pressa son visage contre la vitre, cherchant à distinguer plus de détails de la station. Les autres passagers du vaisseau lui jetaient des regards curieux. La plupart étaient des étudiants de diverses espèces extraterrestres revenant à l'Académie, et ils semblaient amusés par son enthousiasme manifeste. Jake s'en moquait. C'était l'aventure de sa vie. « Première fois hors de la Terre », demanda une voix derrière lui. Jake se retourna pour voir un être grand à la peau bleue et doté de 4 bras s'approcher. L'extraterrestre avait des yeux bienveillants et un sourire amical qui semblait sincère malgré les différences physiques évidentes. « Oui », répondit Jake, tendant sa main dans le geste de salutation humain. « Je suis Jake Martinez, de la Terre. » L'extraterrestre observa la main tendue un instant, puis la saisit délicatement avec l'une de ses 4 mains. « Je suis Zé, d'Alter Prime. Je crois que nous sommes assignés comme colocataires pour ce trimestre. » Le visage de Jake s'illumina d'un large sourire. « Vraiment, c'est super. Je craignais de devoir partager ma chambre avec quelqu'un qui n'aimerait pas les humains. » Zach inclina la tête, un geste qui semblait universel parmi beaucoup d'espèces. « Pourquoi quelqu'un détesterait-il les humains? Votre espèce est nouvelle dans la société galactique, mais cela vous rend intéressant, pas désagréable. » Alors que leur vaisseau s'amarrait à la station, Jake regroupa son unique sac d'affaires. Tout ce qu'il possédait tenait dans une petite valise de voyage, ce qui semblait étrange comparé aux multiples conteneurs que collectaient les autres étudiants. Ze le remarqua et proposa de l'aider à porter quelque chose, mais Jake déclina poliment. Le quai d'amarrage était immense, aisément assez grand pour contenir plusieurs pâtés de maison. Des êtres de toutes formes et tailles circulaient dans la zone. Certains marchaient sur des jambes comme Jake et Ze, d'autres flottaient, et quelques-uns semblaient rouler ou glisser sur le sol. L'air était pur, mais transportait des odeurs inconnues que le nez de Jake ne pouvait identifier. La station abrite environ 50 000 étudiants et professeurs, expliqua Ze alors qu'il marchait vers les corridors principaux. Les étudiants viennent de plus de 200 mondes différents à travers 47 systèmes stellaires. Jake essayait de tout saisir en même temps. Des êtres cristallins ressemblant à des bijoux ambulants conversaient sur des tons musicaux près d'un kiosque d'information. Un groupe de créatures insectoïdes aux ailes diaphanes planait près du plafond, leurs voix stridentes résonnant sur les murs métalliques. Dans un coin, plusieurs êtres aquatiques se déplaçaient dans un tube rempli d'eau qui longeait le mur comme une rivière transparente. « Comment respirent-ils tous le même air ?» demanda Jake, sincèrement curieux. « La station maintient plusieurs zones atmosphériques, » répondit Zach. « Les corridors principaux utilisent un mélange standard qui convient à la plupart des espèces. Ceux qui ont besoin d'environnements différents disposent de zones spécialisées ou portent des appareils respiratoires. » Leur dortoir était situé dans la section C, qui, expliqua Z, était désignée pour les espèces humanoïdes ayant des besoins environnementaux similaires. Les couloirs ici semblaient plus familiers à Jake, avec des portes normales et des hauteurs de plafond qui ne le faisaient pas se sentir comme un insecte. Leur chambre était simple mais confortable, avec 2 espaces de couchage, un espace d'études partagé et une petite unité de préparation des aliments. Le côté de Z était déjà décoré d'objets de son monde natal, y compris ce qui ressemblait à des photos de famille montrant des groupes d'êtres à peau bleue et à 4 bras dans diverses poses. « Tu peux choisir l'espace de couchage que tu préfères », proposa Z. « Je n'ai pas de préférence particulière. » Jake choisit l'endroit près de la fenêtre, qui offrait une vue sur le hub central de la station. De là, il pouvait voir des êtres se déplaçant dans des tubes transparents qui reliaient différentes sections de la station. C'était comme regarder une immense fourmilière, à l'exception que les fourmis étaient des créatures intelligentes venues de toute la galaxie. « À quoi dois-je m'attendre des cours ici ?» demanda Jake en déballant ses quelques affaires. Zé était assis en tailleur sur son propre espace de couchage, observant Jake avec un intérêt évident. Le programme est assez avancé. La plupart des étudiants arrivent en connaissant déjà les bases de la physique interstellaire, de la mécanique quantique et de la sociologie multi-espèces. Quelle est ton expérience scolaire sur Terre?
Jake sentit un pincement d'estomac. J'ai eu mon diplôme de fin d'études secondaires avec de bonnes notes et j'avais commencé des études universitaires en ingénierie, mais je ne pense pas que nous couvrons les mêmes sujets que ceux que tu as mentionnés. La Terre développe encore sa compréhension des sciences avancées, dit Ze doucement. C'est normal pour les espèces plus jeunes. L'Académie propose des cours préparatoires pour aider les étudiants des mondes moins avancés technologiquement. La façon dont Ze prononça « moins avancé technologiquement » ne sonnait pas insultante, mais cela blessa quand même un peu. Jake s'était toujours considéré comme intelligent, mais ici, il était apparemment en retard par rapport à la plupart des enfants de maternelle des autres mondes. « Ne t'inquiète pas », continua Ze, remarquant l'expression de Jake. « L'intelligence et les connaissances sont différentes. Votre espèce doit avoir quelque chose de spécial pour être invitée si tôt dans la société galactique. » Un son tintant résonna dans leur pièce, et une voix parla dans ce que Jake supposa être la langue standard de la station. Ze écouta un instant puis traduisit. « L'orientation des nouveaux étudiants commence dans 1 heure. Nous devrions nous diriger bientôt vers l'auditorium principal. » Alors qu'ils se préparaient à quitter leur chambre, Jake s'aperçut de son reflet dans la surface brillante de l'unité de préparation des aliments. Il semblait si ordinaire comparé à la peau bleue exotique de Z et à ses bras supplémentaires. Ses cheveux bruns, ses yeux bruns et sa taille moyenne paraissaient ternes à côté de l'incroyable diversité qu'il avait vue en quelques heures à peine. « Ze, dit-il, alors qu'il marchait vers l'auditorium, que pensent la plupart des espèces des humains? Je veux dire, quelle est notre réputation ici? » Zach réfléchit un instant à la question. « Les humains sont considérés comme curieux, dit-il finalement. Votre espèce a atteint le vol spatial très rapidement après avoir découvert le feu. Relativement parlant. La plupart des espèces mettent beaucoup plus de temps à développer la technologie. Mais vous venez aussi de ce que les enquêtes galactiques classent comme un monde mortel. Monde mortel. Une planète avec des conditions exceptionnellement dangereuses. Forte gravité. Conditions meteorologiques agressives. Grands prédateurs. Catastrophes naturelles fréquentes. La plupart des vies intelligentes se développent sur des mondes beaucoup plus doux. L'environnement de la Terre tuerait la plupart des espèces en quelques jours. Jake n'avait jamais considéré la Terre comme particulièrement dangereuse. Bien sûr, il y avait des ouragans et des tremblements de terre et des animaux sauvages, mais ce n'étaient que des aspects normaux de la vie. L'idée que sa planète natale soit considérée comme un piège mortel selon les normes galactiques était à la fois dérangeante et étrangement flatteuse. L'auditorium était bondé de centaines d'êtres de toutes formes et tailles imaginables. Jake et Ze trouvèrent des sièges dans une section désignée pour leur taille, bien que Jake remarqua qu'il était toujours l'un des plus petits êtres présents. Alors que l'orientation commençait, Jake réalisa que sa véritable éducation ne faisait que commencer. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre des sciences et des technologies avancées. Il s'agissait de trouver sa place dans un univers bien plus vaste et étrange qu'il ne l'avait jamais imaginé. La première semaine de Jake à l'Académie galactique fut humiliante d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Dans son cours de physique avancée, le professeur abordait avec désinvolture des concepts qui lui donnaient le vertige. Les étudiants autour de lui prenaient des notes sur des appareils qui projetaient des équations holographiques dans l'air, tandis que Jake peinait à comprendre ne serait-ce que les principes de base enseignés. Aujourd'hui, nous allons revoir les applications élémentaires de l'effet tunnel quantique dans la communication supraluminique, annonça la professeure Krelnock, un être insectoïde dont les mandibules cliquetaient en parlant. Comme vous l'avez tous appris lors de votre formation préparatoire, le principe de base implique... Le stylo de Jake resta en suspens au-dessus de son papier, complètement perdu. Les concepts élémentaires qu'elle mentionnait étaient bien au-delà de tout ce qui était enseigné sur Terre. Il jeta un coup d'œil autour de la salle de classe et vit que même les étudiants les plus jeunes acquiesçaient comme s'il s'agissait d'une simple révision. Ils avaient bien essayé de l'aider en lui partageant quelques manuels de base, mais les mathématiques à elles seules étaient accablantes. Les livres partaient du principe que l'on maîtrisait des principes scientifiques que la Terre n'avait même pas encore découverts. Jake se sentait comme un homme de l'âge de pierre, essayant de comprendre un manuel d'ordinateur. « Monsieur Martinez », la voix de la professeure Krelnock transperça sa confusion. « Pourriez-vous peut-être expliquer comment l'intrication quantique permet une communication instantanée à travers les distances galactiques ?» Jake sentit une bouffée de chaleur monter à ses joues, alors que tous les regards de la classe se tournaient vers lui.
Je suis désolé, professeur. Nous n'avons pas encore abordé l'intrication quantique en détail dans le programme terrestre. Quelques étudiants émirent des sons qui auraient pu être de politoussotement, mais Jake soupçonnait qu'il s'efforçait de ne pas rire. Les yeux composés de la professeure Krelnock l'étudièrent un instant avant de se tourner vers un autre étudiant. Après le cours, Jake marcha lentement vers son prochain cours, se sentant vaincu. Comment était-il censé rivaliser avec des êtres qui apprenaient la physique avancée depuis l'enfance? Peut-être que le programme d'échange humain avait été une erreur. Du mal à suivre humain. Jake se retourna pour voir un grand être reptilien s'approcher de lui dans le couloir. La créature mesurait près de 2,10 mètres, avec des écailles vert foncé recouvrant des bras et des jambes musclées. Des griffes acérées sortaient de ses doigts, et ses yeux jaunes affichaient une expression de supériorité évidente. « Je suis Krat de l'Imperium Sorian », annonça l'être, comme si Jake devait être impressionné. « Je t'ai observé peiner dans nos cours. C'est amusant de voir une espèce si largement dépassée. »« Je suis juste en train d'apprendre », répondit Jake, essayant de garder sa voix stable. « Tout le monde commence quelque part. » La bouche de Krat s'ouvrit dans ce qui aurait pu être un sourire, révélant des rangées de dents acérées. La plupart des espèces commencent avec le bon équipement naturel. Griffes, armure, sens aiguisés, force physique. L'homme est dépourvu de tous ces attributs. Vous êtes des créatures débiles, dépendant d'outils rudimentaires par manque d'évolution adéquate. Les autres étudiants du couloir s'étaient arrêtés pour observer l'altercation. Jake remarqua que la plupart d'entre eux semblaient mal à l'aise face à l'agressivité de Kraft, mais personne n'intervint. « Nous nous en sommes plutôt bien sortis avec nos outils », dit Jake calmement. « Nous avons atteint l'espace et gagné notre place ici. »« À peine, » ricana Kraft. « Votre espèce est dans l'espace depuis quoi? Moins d'un siècle. Mon peuple maîtrisait le voyage interstellaire alors que vos ancêtres vivaient encore dans des cavernes. La seule raison de votre présence ici est que l'Académie a pitié des espèces primitives. » La colère montait dans la poitrine de Jake, mais il se força à rester calme. Se battre dès sa première semaine mettrait probablement fin à son séjour à l'Académie avant même qu'il ne commence. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-il, « je dois me rendre à mon prochain cours. » Kraft s'écarta avec une révérence exagérée. « Bien sûr, file à tes cours de rattrapage, petit humain. » Le cours suivant de Jake était consacré à la résolution de problèmes tactiques dispensés par le commandant Veltar, un être à l'allure sévère, dont l'espèce ressemblait à de grands humanoïdes à la peau grise et au crâne élargi. Jake appréhendait ce cours, s'attendant à ce qu'il soit une autre matière où son éducation terrienne le laisserait désespérément en retard. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des scénarios d'allocation de ressources, annonça le commandant Veltar. Vous serez divisés en équipes et devrez résoudre une situation de crise. Chaque équipe dispose de 30 minutes pour élaborer une solution. Jake se retrouva en groupe avec 3 autres étudiants. Nera, un être cristallin dont le corps semblait fait de gemmes vivantes. Tolk, une petite créature poilue aux grands yeux et aux mouvements rapides. Et Zara, un grand être à la peau bleu pâle et aux doigts palmés. Leur scénario impliquait une colonie minière ayant perdu le contact avec ses vaisseaux de ravitaillement. La colonie disposait de ressources alimentaires et hydriques limitées, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Ils devaient trouver un moyen de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. En n'utilisant que les matériaux disponibles sur l'astéroïde minier, les autres étudiants commencèrent immédiatement à suggérer des solutions technologiques complexes. Nera proposa de construire un réseau de communication quantique à partir d'équipements miniers. Tolk suggéra d'utiliser la composition minérale de l'astéroïde pour créer une réaction chimique qui générerait une balise de sauvetage. Zara voulait modifier les lasers miniers pour en faire un dispositif de signalisation à longue portée. Jake écouta leurs idées, mais quelque chose le gênait dans leur approche. Toutes leurs solutions exigeaient une technologie avancée et supposaient que les colons possédaient de vastes connaissances techniques. « Et si nous abordions cela de la mauvaise manière ?» dit finalement Jake. Les autres mirent un terme à leur discussion et le regardèrent. « Que veux-tu dire ?» demanda Nera, ses caractéristiques cristallines reflétant les lumières de la salle de classe. « Nous partons du principe que les colons doivent construire quelque chose de complexe, » expliqua Jake. « Mais, et s'ils utilisaient des méthodes simples à la place? Les opérations minières génèrent beaucoup de poussière et de débris. S'ils rassemblaient suffisamment de matériaux réfléchissants et les disposaient en motifs sur la surface de l'astéroïde, les vaisseaux de passage pourraient voir la lumière réfléchie par leurs capteurs. » Les grands yeux de Tolk clignèrent rapidement.
C'est très primitif, continua Jake, mais ça fonctionnerait. Et ça ne nécessite aucune technologie avancée ni connaissances spécifiques. N'importe quel colon pourrait ramasser des roches et les arranger en motifs. C'est fiable, simple et utilise des matériaux qui sont certainement disponibles. Zara inclina la tête pensivement. Le motif devrait être suffisamment grand et géométriquement distinct pour apparaître comme artificiel plutôt que naturel. Exactement, acquiesça Jake. Et ils pourraient créer plusieurs motifs à différents endroits pour augmenter les chances de détection. Lorsque le temps imparti fut écoulé, chaque équipe présenta sa solution à la classe. Les autres équipes avaient développé des approches technologiques de plus en plus complexes, la plupart exigeant des équipements ou des connaissances qui pourraient ne pas être disponibles pour des colons désespérés. Lorsque l'équipe de Jake présenta sa solution, plusieurs étudiants émirent des sons dédaigneux. L'idée semblait trop simple, trop primitive comparée aux propositions sophistiquées des autres groupes. Le commandant Veltar écouta toutes les présentations sans commenter. Finalement, elle prit la parole. La solution de l'équipe 4 a la plus forte probabilité de succès, annonça-t-elle, désignant le groupe de Jake. Dans les situations de crise, les solutions simples sont souvent plus efficaces que les solutions complexes. La technologie sophistiquée peut défaillir, mais la physique élémentaire et l'ingéniosité humaine sont fiables. Jake ressentit un élan de fierté, mais il remarqua que plusieurs autres étudiants restaient sceptiques. Krat, assis au fond de la salle de classe, émit un ricanement de dérision. Après le cours, Jake retourna à son dortoir avec un étrange mélange d'émotions. Il était en retard dans la plupart des matières, peinant avec des concepts que d'autres espèces considéraient comme élémentaires. Cependant, dans le cours de résolution de problèmes tactiques, sa perspective différente s'était avérée un atout. Zeke l'attendait dans leur chambre à l'arrivée de Jake. « Alors, comment se sont passés tes cours aujourd'hui ?»« Mitigés, » répondit Jake honnêtement. « Je suis toujours perdu dans la plupart des matières, mais je crois que j'ai peut-être trouvé quelque chose où je suis vraiment bon. » « Qu'est-ce que c'est ?» Jake réfléchit à la manière de l'expliquer. « Trouver des solutions simples à des problèmes compliqués. La plupart des étudiants ici sont incroyablement intelligents et connaissent des technologies étonnantes. Mais parfois, ils compliquent les choses plus qu'il ne le faudrait. » Zach hocha la tête pensivement. « C'est intéressant. Peut-être que le bagage technologique plus simple de ton espèce est en fait un avantage dans certaines situations. »« Peut-être, » dit Jake, « même si je ne suis pas sûr que tout le monde le voit ainsi. » Il raconta à Zeke sa rencontre avec Krat, et le visage bleu de son colocataire s'assombrit d'inquiétude. « Krat vient d'une culture guerrière, » expliqua Zeke. Son espèce valorise la force physique et les armes naturelles au-dessus de l'intelligence ou de la créativité. Il voit probablement ton succès en classe de tactique comme une menace pour sa vision du monde. « Génial !» marmonna Jake. « Alors maintenant, je dois m'inquiéter de me faire des ennemis juste pour avoir bien réussi en classe. »« Ne le laisse pas te décourager, » conseilla Zeke. « L'Académie valorise des nombreux types d'intelligence différents. Ta perspective humaine pourrait être exactement ce dont certains cours ont besoin. » Alors que Jake s'installait pour étudier ce soir-là, il réalisa que son temps à l'académie serait plus difficile que prévu. Non seulement à cause du programme avancé, mais aussi parce qu'il représentait toute son espèce. Chaque succès ou échec rejaillirait sur la place potentielle de l'humanité dans la société galactique. Il ouvrit ses manuels et commença à travailler sur les problèmes de physique de base que les autres étudiants maîtrisaient depuis des années. Le chemin serait long, mais il était déterminé à prouver que les humains avaient leur place ici. Le champ de confinement vacillait depuis plusieurs minutes, mais Jake semblait être le seul à le remarquer. Les autres étudiants étaient concentrés sur l'explication du professeur Vextar concernant les schémas de chasse, tandis que les techniciens semblaient absorbés par leur équipement de surveillance. Le bref scintillement de la barrière énergétique attirait l'attention de Jake à chaque fois, bien que les interruptions ne duraient que des fractions de secondes. L'avantage principal du tracker d'ombre réside dans sa capacité à rester complètement immobile pendant de longues périodes, expliquait le professeur Vextar. Ils peuvent attendre dans une immobilité parfaite pendant des heures, voire des jours, jusqu'au moment idéal pour frapper. Comme si elle répondait aux paroles du professeur, la créature à l'intérieur du champ de confinement avait cessé tout mouvement.
Elle était accroupie au centre du cube transparent, ressemblant à une statue taillée dans l'obsidienne. Seule sa tête bougeait légèrement, tournant pour suivre les projections holographiques de proie qui continuaient de se déplacer autour de son enclos. Jake se retrouva à étudier le comportement du traqueur d'ombre plus attentivement que ses camarades de classe ne semblaient le faire. Tandis qu'il semblait concentré sur la prise de notes concernant les stratégies de chasse, lui observait la créature elle-même. Quelque chose dans sa posture suggérait qu'elle ne se contentait pas de démontrer un comportement de chasse à des fins éducatives. La manière dont elle tenait sa tête, la tension de ses membres, le subtil changement de sa position. Tout indiquait un animal qui planifiait activement quelque chose. Le spécimen semble entrer en mode chasse, annonça l'un des techniciens au professeur Vexar. Devons-nous ajuster les paramètres de simulation? Non, c'est excellent, répondit le professeur. Étudiant, observez comment l'attitude du prédateur change entièrement lorsqu'il identifie une cible potentielle. Remarquez la respiration contrôlée, le positionnement méticuleux, la concentration intense. Lisa se pencha vers Jake. « C'est moi? Ou cette chose a l'air de vouloir s'échapper ?» chuchota-t-elle. Jake hocha la tête, reconnaissant que quelqu'un d'autre avait remarqué ce qu'il voyait. « Elle fait définitivement autre chose que chasser les projections. » Le traqueur d'ombre avait recommencé à bouger, mais ses mouvements étaient différents maintenant. Au lieu de suivre la proie holographique, il explorait systématiquement les limites de son champ de confinement. Ses griffes traçaient le long des barrières énergétiques, cherchant les faiblesses que lui seul pouvait détecter. « Professeur !» s'écria Jake, levant la main. « Je crois qu'il y a un problème avec le champ de confinement. » Le professeur Vexar leva les yeux de ses notes. « Que voulez-vous dire, monsieur Martinez ?» La créature ne chasse plus les projections. Elle teste les barrières. Plusieurs étudiants se tournèrent vers Jake avec des expressions allant de la confusion à une légère irritation. Krat émit un son qui aurait pu être un ricanement moqueur. L'humain pense comprendre le comportement des prédateurs mieux qu'un traqueur d'ombre, dit Krara assez fort pour que la moitié de la classe l'entende. Peut-être devriez-vous vous en tenir à des sujets plus adaptés à votre compréhension primitive. Le professeur Vexar leva l'un de ses appendices tentaculaires pour faire taire la classe. Monsieur Martinez soulève une observation intéressante. Observons plus attentivement. Mais même pendant que le professeur parlait, Jake pouvait constater que les champs de confinement clignotaient de plus en plus fréquemment. Les barrières énergétiques qui retenaient le traqueur de l'ombre connaissaient clairement une défaillance technique, et la créature l'avait sans aucun doute remarqué. Le traqueur de l'ombre se dirigea vers un coin de son enclos et pressa ses deux mains griffues contre le champ de confinement. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, la barrière entière vacilla plus spectaculairement qu'auparavant, et un son semblable à une décharge électrique emplit l'amphithéâtre. « Alerte système !» annonça un des techniciens, la voix tendue par l'inquiétude. « Nous enregistrons des fluctuations dans la grille de confinement. » « À quel point ces fluctuations sont-elles graves ?» demanda le professeur Vextar, se dirigeant vers le poste de surveillance du technicien. « Inconnu pour l'instant. Les systèmes de secours compensent, mais nous devrions envisager de mettre fin prématurément à la démonstration. » Jake observait le traqueur de l'ombre, qui semblait déceler la faiblesse de sa prison. L'intelligence de la créature était manifestement bien plus grande que quiconque ne l'avait anticipé. Non seulement elle avait détecté les problèmes techniques du champ de confinement, mais elle avait commencé à tester systématiquement différentes zones pour trouver les points les plus faibles. « Professeur, je pense vraiment que nous devrions évacuer la salle, » dit Jake, se levant de son siège. Cette chose sait que le champ de confinement est en train de céder. Cette fois, ses paroles provoquèrent une réaction plus vive de la part de ses camarades étudiants. Plusieurs se retournèrent pour le fixer, et quelques-uns émirent des sons de protestation. « L'humain panique !» s'exclama l'un des compagnons de Kraft, un être solidement bâti à la peau épaisse et cuirassée. Comportement typique de proie face à un vrai prédateur. « Je ne panique pas », répondit Jake, essayant de garder sa voix calme. « J'observe un comportement qui suggère un danger immédiat. » Mais même tandis qu'il parlait, le traqueur de l'ombre avait trouvé ce qu'il cherchait. Il exerça une pression sur une section particulière du champ de confinement et la maintint pendant plusieurs secondes. La barrière énergétique vacilla plus violemment, et des alarmes retentirent depuis l'équipement des techniciens. « Panne critique du système »,
annonça le technicien principal, sa voix révélant maintenant une alarme évidente. Brèche de confinement en cours. Tous les étudiants doivent évacuer immédiatement. Le chaos éclata dans l'amphithéâtre. Les étudiants commencèrent à se ruer vers les sorties, certains se déplaçant avec l'efficacité rapide d'espèces habituées au danger, d'autres trébuchant de panique. L'environnement ordonné de la salle de classe se dissipa dans la confusion, alors que des êtres de différentes tailles et formes tentaient de naviguer les gradins tout en se déplaçant le plus rapidement possible. Jake regarda en arrière vers le champ de confinement et vit que le traqueur de l'ombre avait redoublé d'efforts. La créature ne testait plus les barrières. Elle s'efforçait activement de les briser. Ses griffes raclaient le champ énergétique, projetant des cascades d'étincelles dans l'air. « Lisa !» cria Jake, cherchant son homologue humaine dans la foule des étudiants en évacuation. Il l'aperçut près de l'avant de l'amphithéâtre, se dirigeant vers la sortie principale avec un groupe d'autres étudiants. Le professeur Vextar travaillait frénétiquement avec les techniciens, essayant de renforcer le système de confinement défaillant. « Alimentation de secours vers le réseau primaire », ordonna-t-il. « Dérouter les systèmes auxiliaires pour compenser la défaillance. »« Monsieur, la créature semble utiliser une sorte de décharge bioélectrique », rapporta un technicien. « Elle perturbe activement notre champ de confinement par interférence électrique directe. » Jake sentit son sang se glacer. Le traqueur de l'ombre n'était pas seulement physiquement fort et intelligent. Il possédait des capacités biologiques que les systèmes de sécurité de l'Académie n'avaient pas anticipées. C'était bien pire qu'une simple défaillance d'équipement. Le champ de confinement vacilla une fois de plus, tint un instant, puis s'effondra entièrement. Le traqueur de l'ombre resta immobile pendant peut-être 2 secondes, comme surpris par sa liberté soudaine. Puis ses instincts de chasse s'activèrent pleinement, et il devint quelque chose de bien plus terrifiant qu'il n'avait apparu en cage. Le corps de la créature sembla s'étendre tandis qu'elle se dressait à sa pleine hauteur. Ses capacités de camouflage s'activèrent, la rendant difficile à suivre du regard, même dans l'amphithéâtre bien éclairé. Le plus effrayant, c'est que sa tête tourna lentement tandis qu'elle scannait la pièce, évaluant clairement les dizaines de proies potentielles qui l'entouraient. Les étudiants qui se dirigeaient vers les sorties dans une évacuation ordonnée basculèrent maintenant dans une panique totale. Des cris retentirent dans la salle, alors que les êtres se poussaient pour atteindre la sécurité. Certaines des espèces les plus grandes piétinaient les plus petites dans leur hâte de s'échapper. Jake se retrouva figé sur place, non par peur, mais par un étrange sentiment de clarté. Alors que le chaos éclatait autour de lui, son esprit sembla ralentir et se concentrer. Il pouvait percevoir le schéma de chasse du traqueur des ombres alors qu'il commençait à se mouvoir. Il pouvait prédire la direction qu'il prendrait en fonction de la position de son corps et du mouvement de sa tête. La créature n'attaquait pas au hasard. Elle sélectionnait des cibles spécifiques selon des critères que Jake pouvait presque comprendre. Elle ignorait les espèces les plus grandes, d'apparence les plus dangereuses, et se concentrait sur celles qui semblaient vulnérables ou isolées. Et elle se dirigeait vers Lisa, qui s'était séparée du groupe principal d'étudiants en évacuation et était maintenant piégée près de l'avant de l'amphithéâtre. Jake réalisa qu'aucune force de sécurité n'arriverait à temps pour l'aider. Les systèmes de réponse d'urgence de l'Académie étaient conçus pour les pannes techniques et les urgences médicales, pas pour les prédateurs échappés. Ce qui allait se passer dans les prochaines minutes dépendrait entièrement des personnes présentes dans la pièce. Le traqueur des ombres avait fait son choix. Il commença à s'approcher de Lisa avec le mouvement fluide et déterminé d'une parfaite machine à tuer qui avait trouvé sa proie. Lisa s'était adossée au mur du fond de l'amphithéâtre, piégée entre les rangées de sièges et le traqueur de l'ombre qui avançait. La créature se déplaçait avec une grâce terrifiante, son camouflage vacillant, apparaissant et disparaissant, à mesure qu'elle se rapprochait. Chaque pas était silencieux malgré sa taille massive, et ses yeux jaunes restaient fixés sur elle avec une concentration prédatrice. Autour de l'amphithéâtre, l'évacuation avait viré à la débandade. Les étudiants se poussaient et se bousculaient vers les sorties, certains piétinant les autres dans leur désespoir de s'échapper. Le professeur Vextar et ses techniciens essayaient frénétiquement de réactiver une sorte de système de confinement d'urgence, mais leur équipement crépitait et fumait sous l'attaque bioélectrique du traqueur de l'ombre. Jake observa la scène avec une étrange impression de détachement. Le temps semblait ralentir, tandis que son esprit traitait ce qui se passait. Le traqueur de l'ombre se trouvait peut-être à une dizaine de mètres de Lisa et réduisait la distance avec une patience délibérée. Il savait qu'elle était piégée
et prenait son temps, savourant la chasse. La plupart des camarades de classe de Jake avaient fui ou étaient figés de terreur. Krat et son groupe d'amis physiquement imposants s'étaient frayé un chemin vers la sortie la plus proche, abandonnant toute prétention de courage guerrier. Même Ze, malgré sa gentillesse sincère, s'éloignait du danger aussi vite que ses avant-bras pouvaient le porter. Mais Jake se retrouva à marcher dans la direction opposée. Il ne prit pas la décision consciente d'agir. Quelque chose de plus profond que la pensée prit le contrôle de son corps. Un instinct qui avait été façonné par des millions d'années d'évolution humaine. Alors que tous les autres êtres dans la pièce réagissaient en proie, l'esprit de Jake bascula dans un mode complètement différent. Il commença à avancer résolument vers le traqueur des ombres. Son mouvement n'était ni pressé ni paniqué. Au contraire, il avançait d'un pas régulier et délibéré, les yeux fixés sur le prédateur, les épaules carrées, le dos droit, et toute sa posture avait changé, passant de celle d'un étudiant à quelque chose d'entièrement nouveau. Le traqueur des ombres remarqua immédiatement l'approche. Sa tête pivota vers Jake, et pendant un instant, son avance vers Lisa s'arrêta. L'intelligence extraterrestre de la créature traita ce développement inattendu. Les proies n'étaient pas censées s'approcher des prédateurs. Jake continua à avancer, ne rompant jamais le contact visuel avec la créature. Tandis qu'il se déplaçait, il commença à émettre des sons qui semblaient venir des profondeurs de sa poitrine. Ce n'étaient ni des mots, ni des cris, mais des vocalisations basses et menaçantes, qui portaient un message clair. « Défi accepté ». « Jake, non !» cria Lisa depuis derrière le traqueur des ombres. « Éloigne-toi de lui !» Mais Jake l'ignora complètement. Sa concentration était entièrement sur le prédateur face à lui. Il pouvait percevoir la confusion dans la posture de la créature, alors qu'elle tentait de comprendre pourquoi ce petit être apparemment sans défense agissait comme une menace, au lieu de fuir comme une proie normale. Les mains de Jake trouvèrent un morceau d'équipement cassé tombé d'un des postes de technicien. Sans quitter le traqueur des ombres des yeux, il soupesa le fragment métallique, en testant le poids. Ce serait une piètre arme contre une créature aussi puissante. Mais ce n'était pas le but. Le but était de démontrer qu'il était armé et prêt à se battre. Le traqueur des ombres recula d'un pas. Le mouvement était léger, à peine perceptible, mais Jake le vit et en comprit la signification. La créature réévaluait la situation. Cela n'était pas censé arriver. Les proies n'avançaient pas sur les prédateurs. Les proies n'émettaient pas de sons défiants et ne brandissaient pas d'armes. Les proies étaient censées fuir ou se figer de terreur. Jake fit un pas de plus en avant, brandissant le fragment métallique et émettant un son plus grave et plus menaçant. Le bruit résonna dans l'amphithéâtre, coupant le chaos de l'évacuation. Plusieurs étudiants qui fuyaient s'arrêtèrent pour regarder en arrière, incapables de croire ce qu'ils voyaient. « Que fait-il » murmura quelqu'un. « L'humain a perdu la tête », répondit une autre voix. Mais le professeur Vextar, travaillant toujours frénétiquement sur son équipement, leva les yeux et vit quelque chose de différent. « Fascinant », marmonna-t-il. « L'humain exhibe un comportement de super-prédateur. » Jake a continué d'avancer, et le traqueur d'ombre a continué de reculer. Les instincts de chasse de la créature étaient submergés par quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant, une proie potentielle qui agissait comme un prédateur rival. Son esprit étranger luttait pour catégoriser cette nouvelle menace. Jake a pu sentir la confusion de la créature, et une partie primale de son cerveau a reconnu une opportunité. Il a levé les bras au-dessus de sa tête, se faisant paraître plus grand, et a émis le son le plus fort et le plus agressif qu'il ait pu produire. C'était en partie un rugissement, en partie un cri, et entièrement intimidant. Le son a semblé remplir tout l'amphithéâtre. Les étudiants qui avaient atteint les sorties ont arrêté de courir et se sont retournés pour fixer la scène. Les quelques êtres restants dans la pièce sont devenus complètement silencieux, choqués par l'agressivité brute dans la voix de Jake. Le traqueur d'ombre a reculé d'un pas supplémentaire, ses griffes raclant le sol. Pour la première fois depuis qu'il s'était échappé de son confinement, la créature semblait incertaine. Jake a insisté. Il a commencé à tourner lentement autour du traqueur d'ombre, ne brisant jamais le contact visuel, se gardant toujours entre la créature et Lisa. Ses mouvements étaient contrôlés mais agressifs, comme un boxeur tournant autour d'un adversaire, cherchant une faiblesse. « Reste derrière moi », a-t-il dit à Lisa sans tourner la tête. « Avance vers la sortie lentement, mais ne cours pas. » Lisa a commencé à se faufiler le long du mur,
donnant un large champ à la confrontation. Jake a ajusté sa position pour maintenir sa posture protectrice entre elle et le tracker d'ombre. La tête de la créature suivait le mouvement de Lisa, mais chaque fois qu'elle essayait de se concentrer sur elle, Jake émettait un autre son menaçant ou se rapprochait, la forçant à lui rendre son attention. Le prédateur était contraint de considérer Jake comme la menace principale, même si tous ses instincts lui disaient que le petit humain devrait être une proie facile. « Impossible !» a murmuré Kratz de quelque part près de la sortie. « Les humains sont des espèces proies. Ils n'ont pas les armes naturelles ou la force physique pour menacer un traqueur d'ombre. » Mais Jake ne comptait pas sur la force physique ou les armes naturelles. Il utilisait quelque chose de bien plus puissant, la guerre psychologique. Il projetait une confiance absolue, une détermination inébranlable et le message clair qu'attaquer Lisa exigerait de passer d'abord par lui, et qu'il ferait en sorte que cette rencontre coûte bien plus qu'elle ne valait la peine. Le tracker d'ombre a commencé à montrer des signes de véritable agitation. Il avait évolué pour chasser des créatures qui se comportaient de manière prévisible, se battant avec les dents et les griffes ou fuyant de terreur. Le comportement de Jake ne correspondait à aucun de ces schémas. Il n'attaquait pas, mais il ne reculait pas non plus. Il revendiquait un territoire et le défendait avec le genre d'agressivité calme et contrôlée qui caractérise un véritable super-prédateur. La créature a reculé d'un pas, puis d'un autre. Son camouflage clignotait plus fréquemment maintenant, signe de stress ou de confusion. Le chasseur parfait était surpassé par quelque chose qu'il ne comprenait pas. Jake pouvait sentir le changement dans l'atmosphère de la pièce. La panique n'avait pas disparu, mais elle avait été remplacée par autre chose. L'admiration, la confusion et la prise de conscience naissante qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. Un humain forçait un traqueur d'ombre à reculer par la seule force de sa volonté. L'amphithéâtre était devenu étrangement silencieux, à l'exception du son de la respiration contrôlée de Jake et du raclement occasionnel des griffes du traqueur d'ombre sur le sol. Le prédateur massif continuait de reculer devant l'avancée régulière de Jake, ses traits extraterrestres montrant de la confusion et une incertitude croissante. Jake maintenait sa posture agressive, tenant le fragment de métal levé comme une arme, tout en gardant les yeux fixés sur la créature. Chaque mouvement qu'il faisait était délibéré et menaçant, conçu pour renforcer le message qu'il n'était pas une proie à chasser, mais un prédateur rival défendant son territoire. Lisa avait atteint la sécurité relative de la zone des sièges en gradin, mais elle restait figée, observant la confrontation avec de grands yeux. Autour de l'amphithéâtre, les quelques étudiants qui n'avaient pas fui entièrement se pressaient contre les murs et les portes, incapables de détourner le regard de la scène impossible qui se déroulait devant eux. Le traqueur d'ombre a arrêté sa retraite et s'est accroupi, ses muscles se tendant. Jake a immédiatement reconnu la posture. La créature se préparait à prendre une décision. Elle pouvait continuer à reculer, ce qui allait à l'encontre de tous les instincts qu'elle possédait, ou elle pouvait attaquer, prenant ainsi le risque de défier Jake. Jake savait que c'était le moment critique. Si le traqueur d'ombre décidait de se battre, ses tactiques psychologiques ne le mèneraient pas loin face à 2,4 mètres de muscles, de griffes et de dents acérées. Mais il comprenait aussi quelque chose que la créature avait du mal à assimiler. Il ne bluffait pas. Il a fait un pas en avant, réduisant la distance entre eux à moins de 4,5 mètres. À cette distance, le traqueur d'ombre pouvait franchir l'écart en un seul bond. Mais Jake ne montrait aucune peur. Au lieu de cela, il a lâché un autre grognement bas et menaçant et a déplacé son poids vers l'avant, comme s'il se préparait à charger. La tête de la créature s'est légèrement inclinée, étudiant cet adversaire bizarre. Dans son esprit étranger, elle essayait de concilier la petite taille et l'apparente faiblesse physique de Jake avec son comportement absolument intrépide. Tous les autres êtres présents dans la pièce avaient réagi comme prévu face à un traqueur d'ombre. Ils avaient fui, figés de terreur, ou s'étaient soumis. Cet humain faisait quelque chose d'inédit. Sécurité vers l'amphithéâtre 7. Le professeur Vextar parlait d'urgence dans son appareil de communication. Nous avons besoin d'une assistance de confinement immédiate. La situation est unique. Jake a entendu les mots du professeur, mais ne les a pas laissés le distraire de la confrontation. Il savait que les forces de sécurité étaient probablement encore à plusieurs minutes et que cette impasse serait résolue bien avant leur arrivée. Tout dépendait de savoir s'il pouvait convaincre le traqueur d'ombre qu'une attaque contre lui serait trop coûteuse.
La créature a recommencé à bouger, mais ni en avant ni en arrière. Au lieu de cela, elle a commencé à tourner à gauche de Jake, testant s'il maintiendrait sa position défensive ou lâcherait du terrain. Jake a immédiatement ajusté sa posture, se gardant entre le tracker d'ombre et Lisa tout en s'adaptant au mouvement de la créature. « Il le dirige !» a chuchoté quelqu'un depuis le fond de l'amphithéâtre. L'humain contrôle en fait les mouvements du prédateur. Jake pouvait sentir la frustration croissante de la créature. Les traqueurs d'ombre étaient des chasseurs embusqués, conçus pour frapper rapidement depuis leur dissimulation contre une proie sans méfiance. Cette confrontation prolongée avec une cible qui refusait de se comporter comme une proie était en dehors de sa programmation évolutive. Le prédateur extraterrestre a de nouveau tenté de se déplacer à droite de Jake, testant sa réaction. Jake a immédiatement répliqué, maintenant sa position tout en émettant un autre son menaçant. Le message était clair. Il n'y aurait pas d'approche facile de Lisa. Quelle que soit la direction que la créature tentait, la voix de Krath s'est fait entendre près de la sortie principale. C'est impossible. Les humains sont des herbivores d'un monde à faible gravité. Ils n'ont pas d'instinct de prédateur. Mais Jake prouvait que cette évaluation était fausse. Au plus profond de sa mémoire génétique résidaient les instincts des chasseurs persécuteurs qui avaient chassé leur proie sur de vastes distances jusqu'à ce que l'épuisement en fasse des cibles faciles. Il portait les armes psychologiques d'ancêtres qui avaient affronté des ours des cavernes et des chats à dents de sabre, avec rien de plus que des outils primitifs et une détermination inébranlable. Le traqueur d'ombre semblait sentir quelque chose de cet héritage ancestral. Ses mouvements devinrent plus agités, son camouflage clignotant plus fréquemment. Le prédateur parfait rencontrait quelque chose qu'il n'avait jamais affronté auparavant. Une proie qui avait évolué et était devenue elle-même un prédateur. Jake décida d'intensifier la confrontation. Il fit 2 pas rapides vers la créature, levant plus haut son arme improvisée et émettant sa vocalisation la plus agressive à ce jour. Le son était primal et sauvage, portant des sous-entendus de violence qui l'ont surpris lui-même. Le traqueur d'ombre a effectivement reculé, ses griffes raclant le sol alors qu'il cherchait une meilleure prise. Pendant un instant, son camouflage a complètement échoué, révélant toute l'étendue de sa forme massive et effrayante. Mais au lieu de faire reculer Jake, la vision n'a semblé qu'attiser son agressivité. « Regardez sa posture », a déclaré calmement le professeur Vextar à ses techniciens. Le traqueur d'ombre affiche des comportements de soumission. Il est en train de se faire intimider. Le professeur avait raison. La tête de la créature s'abaissait, son langage corporel passant du mode chasse agressive à quelque chose de plus défensif. Elle n'évaluait plus Jake comme une proie potentielle. Elle le traitait comme une menace territoriale qu'il fallait éviter plutôt que de confronter. Jake a maintenu la pression, faisant un pas en avant tout en gardant sa posture menaçante. Le fragment de métal dans ses mains était petit et inadéquat comme arme réelle, mais il le brandissait avec une telle confiance qu'il devenait psychologiquement significatif. Il démontrait qu'il était armé, prêt à se battre, et absolument peu disposé à céder. Le traqueur d'ombre recula de nouveau, ses yeux extraterrestres se déplaçant entre Jake et les diverses sorties de l'amphithéâtre. La créature réévaluait clairement ses options. La proie facile qu'elle avait initialement choisie était maintenant protégée par quelque chose qui était enregistré comme un prédateur rival, et l'analyse coût-bénéfice n'était plus favorable. « Il cherche une issue », a observé Lisa d'une voix calme depuis sa position près de la zone des sièges. Jake a hoché légèrement la tête, sans quitter la créature des yeux. Il avait reconnu le même comportement. Le traqueur d'ombre ne chassait plus. Il cherchait un moyen de se désengager d'une confrontation devenue inopinément dangereuse. Mais Jake ne pouvait pas simplement laisser la créature partir. Il y avait encore des étudiants et des professeurs dans l'amphithéâtre, et un traqueur d'ombre en liberté pourrait tuer des dizaines d'individus avant que les forces de sécurité ne puissent le contenir. Il devait maintenir le prédateur concentré sur lui tout en facilitant d'une manière ou d'une autre sa capture. L'affrontement se prolongeait, prédateur contre prédateur, dans un duel de volonté qui remettait en question tout ce que la communauté scientifique galactique pensait savoir des capacités humaines. Jake tenait bon, projetant une confiance calme, tout en calculant intérieurement son prochain coup. Le chasseur de l'ombre s'accroupit davantage, ses muscles se contractant pour ce qui pourrait être une dernière attaque désespérée. Jake se préparait à la possibilité que sa guerre psychologique ne suffise pas.
qu'ils doivent affronter les capacités physiques de la créature avec rien d'autre que des outils primitifs et une détermination humaine. Le moment s'étendait entre eux, rempli de tension et de la promesse de violence. Deux prédateurs suprêmes de mondes différents, chacun façonné par des millions d'années d'évolution, engagés dans un affrontement qui déterminerait non seulement qui vivrait ou mourrait, mais aussi comment la galaxie percevrait la place de l'humanité parmi les étoiles. Le chasseur de l'ombre maintint sa position accroupie pendant ce qui sembla une éternité, les muscles tendus et prêts à bondir. Jake resta parfaitement immobile, les yeux rivés sur la créature, projetant la confiance absolue d'un prédateur qui ne céderait pas son territoire. Le silence dans l'amphithéâtre était si complet que chacun pouvait entendre les sons subtils de la respiration de l'extraterrestre et le faible bourdonnement électrique de l'équipement endommagé. Puis lentement, le chasseur de l'ombre commença à se redresser de sa position d'attaque. Le mouvement fut subtil au début, juste un léger relâchement des quartiers arrière de la créature. Mais Jake le reconnut immédiatement comme un signal de désengagement. Le prédateur extraterrestre choisissait d'éviter la confrontation plutôt que de risquer un combat avec un adversaire dont il ne pouvait pas évaluer correctement les capacités. La créature fit un pas prudent en arrière, puis un autre. Ses yeux restèrent fixés sur Jake, mais l'intensité prédatrice avait diminué. Au lieu de l'évaluer comme une proie ou même comme une menace directe, le chasseur de l'ombre le traitait maintenant comme un rival territorial à éviter plutôt qu'à défier. Jake maintint sa posture agressive, mais permit à la créature d'augmenter la distance entre eux. Il comprit instinctivement que poursuivre le chasseur de l'ombre trop agressivement pourrait déclencher une attaque défensive, tandis que reculer trop vite pourrait réactiver ses instincts de chasse. La clé était de projeter une menace continue, tout en permettant à la créature de se retirer avec dignité. « Remarquable », murmura le professeur Vexar à ses techniciens. « L'humain comprend mieux les dynamiques de dominance que la plupart des xénobiologistes entraînés. » De lourds pas résonnèrent depuis le couloir principal et le sifflement distinctif des armes énergétiques en charge remplit l'air. Les forces de sécurité de l'Académie arrivaient enfin, équipées du matériel spécialisé nécessaire pour contenir un prédateur suprême évadé. La tête du chasseur de l'ombre tourna vers les bruits approchants. Ses traits extraterrestres montraient ce qui aurait pu être un soulagement. La créature était suffisamment intelligente pour reconnaître que sa situation devenait de plus en plus dangereuse. Non seulement elle faisait face à un rival territorial inopinément dangereux, mais des renforts pour ce rival approchaient. « Équipe de sécurité, maintenez vos positions », cria le professeur Vexitar, alors que des silhouettes blindées apparaissaient dans les embrasures de porte. La situation est sous contrôle. Sous contrôle était peut-être un euphémisme, mais Jake avait effectivement réussi à maîtriser la crise. Le chasseur de l'ombre ne chassait plus, ne se concentrait plus sur les étudiants vulnérables dans la pièce. Au lieu de cela, il cherchait une opportunité d'échapper à ce qui était devenu une situation intenable. Jake commença à se déplacer lentement vers sa droite, ouvrant un chemin clair vers l'une des sorties. Tout en maintenant sa posture menaçante, il offrait une voie d'évacuation à la créature tout en indiquant clairement que tout mouvement vers les étudiants restants entraînerait une nouvelle confrontation. Le chasseur de l'ombre comprit immédiatement l'offre. Avec des mouvements toujours fluides et dangereux, mais plus prédateurs, il commença à se diriger vers la sortie que Jake avait indiquée. Son camouflage clignotait par intermittence, signe de stress et d'incertitude, plutôt que de comportement de chasse. « Champ de confinement prêt », annonça l'agent de sécurité en chef, un être fortement blindé dont Jake ne put identifier l'espèce. « Nous pouvons établir un périmètre de capture autour de la créature. »« Attendez !» cria Jake, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui parcourait son système. « Laissez-le se diriger vers la sortie 3. Je peux le guider vers le confinement sans provoquer de confrontation. » Le casque de l'officier de sécurité se tourna vers le professeur Vexar pour confirmation. Le professeur hocha lentement la tête, ses multiples appendices exprimant son accord. « Suivez les instructions de l'humain », ordonna le professeur Vexar. « Monsieur Martinez semble comprendre la psychologie de la créature mieux que nos protocoles standards ne l'anticipent. » Jake poursuivit sa danse prudente avec le chasseur de l'ombre, exerçant juste assez de pression pour maintenir la créature en mouvement vers la sortie désignée, tout en évitant des actions qui pourraient déclencher ses instincts défensifs. C'était comme guider un énorme chien de berger mortel, demandant patience,
confiance et un timing parfait. La créature atteignit la sortie et fit une pause, ses yeux extraterrestres observant les forces de sécurité qui attendaient dans le couloir. Pendant un instant, Jake craignit que le chasseur de l'ombre ne décide de se frayer un chemin par la force plutôt que de se soumettre à sa recapture. Mais le prédateur extraterrestre avait apparemment atteint ses limites. Avec des mouvements qui suggéraient la résignation plutôt que la défaite, il permit aux équipes de sécurité de l'encercler avec des champs de confinement. La capture fut effectuée sans violence, sans blessure, et sans le genre de destruction qui accompagnait habituellement les incidents impliquant des chasseurs de l'ombre. Alors que la créature était emmenée sous une escorte de sécurité renforcée, la salle de conférence éclata en voix. Les étudiants qui étaient restés figés dans le silence commencèrent à parler avec excitation. Les professeurs se mirent à prendre des notes frénétiquement, et les techniciens se dépêchèrent d'examiner leur équipement endommagé. Jake resta debout au centre de l'amphithéâtre, tenant toujours son arme improvisée, tandis que la réalité de ce qui venait de se produire commençait à s'installer. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline, et il se sentait simultanément épuisé et hyper alerte. « Jake !» Lisa se précipita vers lui, son visage montrant un mélange de gratitude et d'étonnement. « Ce que tu as fait. Comment as-tu su faire ça ?» Jake baissa les yeux sur le fragment de métal dans ses mains, puis le laissa tomber par terre. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « J'ai juste senti que c'était la bonne chose à faire. » Z s'approcha avec plus de prudence, ses traits bleus montrant une admiration évidente. « Mon ami, ce que tu viens d'accomplir devrait être impossible selon tout ce que nous savons de la psychologie interespèce. » Autour de la salle de conférence, d'autres étudiants regardaient Jake avec des expressions allant de l'étonnement à la confusion, en passant par ce qui pouvait être de la peur. Ils avaient été témoins de quelque chose qui remettait en question leur compréhension fondamentale des capacités et des limitations humaines. Krat apparut en lisière du groupe, ses traits reptiliens montrant une émotion que Jake n'avait jamais vue. Du respect mêlé d'incertitude. « Humain, » dit Krat formellement. « Je vous dois des excuses. Je croyais que votre espèce manquait des instincts de vrais prédateurs. J'avais clairement tort. » Le professeur Vexar s'approcha du groupe, ses appendices tentaculaires se mouvant selon des motifs suggérant une intense excitation intellectuelle. « Monsieur Martinez, » dit le professeur, « ce que vous venez de démontrer soulève des questions profondes sur l'histoire évolutive humaine. Seriez-vous disposé à participer à des études complémentaires? Je crois que la communauté scientifique galactique doit réviser considérablement sa compréhension de votre espèce. » Jake regarda les visages qu'il observait. Des traits extraterrestres montrant curiosité, respect et, dans certains cas, une lassitude qui n'était pas là auparavant. Il réalisa que ses actions avaient changé plus que la crise immédiate. Il avait modifié la façon dont ces êtres percevaient l'humanité elle-même. « Je vous aiderai avec toutes les études que vous jugerez nécessaires, » répondit Jake. « Mais j'espère que les gens comprendront que je ne suis pas une sorte de surhomme. J'ai juste fait ce qui me semblait naturel quand quelqu'un était en danger. » Les yeux composés du professeur Vexitar l'observèrent intensément. « Monsieur Martinez, je soupçonne que ce qui est naturel pour les humains est peut-être bien plus extraordinaire que votre espèce ne le réalise. » Alors que l'agitation dans l'amphithéâtre retombait progressivement et que les étudiants commençaient à sortir pour répandre la nouvelle de ce qu'ils avaient vu, Jake se demanda quelles pourraient être les conséquences à long terme de cet incident. Il était venu à l'académie pour en apprendre davantage sur la civilisation galactique, mais il avait plutôt enseigné à cette civilisation quelque chose d'inattendu sur l'humanité. La question était maintenant de savoir si cette leçon se révélait être une bénédiction ou une complication pour l'avenir de la Terre parmi les étoiles. 3 jours après l'incident du chasseur de l'ombre, Jake se retrouva assis dans le bureau privé du professeur Vexar, entouré d'équipements de surveillance et d'appareils d'enregistrement. Le professeur avait passé la matinée à effectuer divers tests et entretiens, tentant de comprendre les facteurs psychologiques et physiologiques qui avaient permis la confrontation sans précédent de Jake avec le prédateur suprême. Vos niveaux d'hormones de stress pendant l'incident étaient remarquablement bas, expliqua le professeur Vexar, examinant des données sur ses écrans holographiques. La plupart des êtres confrontés à un chasseur de l'ombre montrent une élévation extrême des substances chimiques liées à la peur. Vos niveaux ont en fait diminué à mesure que la confrontation s'intensifiait. Jake se tassa inconfortablement sur sa chaise. Je ne pensais pas vraiment avoir peur. J'étais concentré sur la protection de Lisa
et la manière de gérer la créature. Exactement, dit le professeur, ses multiples appendices s'agitant avec excitation. Votre cerveau est passé dans ce qui semble être un mode de réponse de prédateur spécialisé. Au lieu de déclencher des réactions de peur, la présence de danger a activé des comportements de chasse et territoriaux. La porte du bureau carillonna. Aisé entra, un pavé de données à la main et une expression d'excitation à peine contenue sur le visage. « Professeur, vous devez voir les derniers rapports de la Terre », annonça Zé. Le gouvernement humain a publié des informations fascinantes sur l'histoire évolutive de leur espèce. Le professeur Vextar fit signe à Zé de partager ses découvertes. L'étudiant à la peau bleue activa le système d'affichage principal du bureau, et des images d'anciens ancêtres humains apparurent sous forme holographique tridimensionnelle. Il s'avère que les humains ont évolué en tant que chasseurs à persistante, expliqua Zé. Ils poursuivaient les proies sur des distances allant jusqu'à 40 km, les épuisant avant de les abattre. Aucune autre espèce connue n'a jamais développé cette stratégie de chasse. Jake observa les images de ses ancêtres, voyant sa propre confrontation avec le traqueur d'ombre sous un nouveau jour. « C'est donc pour ça que je n'ai pas voulu m'enfuir. Mon instinct me disait de chasser, pas de fuir. » Plus encore, ajouta le professeur Vextar, la chasse à persistante exige une résilience psychologique extraordinaire. Les humains ont dû développer la capacité d'ignorer la fatigue, la douleur et la peur, tout en maintenant leur concentration sur des objectifs à long terme. Ces mêmes traits se sont manifestés lorsque vous avez affronté le traqueur d'ombre. La porte carillonna de nouveau, et Lisa entra dans le bureau, suivie de plusieurs autres étudiants que Jake reconnaissait de leurs diverses classes. La nouvelle des recherches du professeur s'était rapidement répandue dans l'académie, et de nombreux étudiants étaient curieux des nouvelles découvertes concernant la psychologie humaine. « Y a-t-il d'autres humains sur la station ?» demanda Nera, l'étudiante cristalline de la classe de pensée tactique de Jake. « Nous aimerions comprendre si les capacités de M. Martinez sont typiques de son espèce. »« Lisa est la seule autre humaine actuellement inscrite, » répondit le professeur Vextar. « Mais d'après les communications préliminaires avec la Terre, le profil psychologique de M. Martinez semble être bien dans les paramètres humains normaux. » Cette déclaration provoqua un murmure excité parmi les étudiants rassemblés. Si les capacités de Jake étaient normales pour des humains, cela suggérait que toute la population terrestre était composée d'êtres ayant une psychologie de prédateur suprême. Cela expliquerait leur développement technologique rapide, observa Tolk, le petit étudiant velu. La plupart des espèces ont besoin de milliers d'années pour développer le vol spatial après avoir maîtrisé l'utilisation d'outils de base. Les humains l'ont accompli en quelques siècles. Jake se sentait de plus en plus mal à l'aise avec la direction de la conversation. « Je pense que vous faites toute une histoire de ce qui s'est passé. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait pour protéger un ami. » « Mais c'est précisément le point, » dit doucement le professeur Vextar. « La plupart des espèces n'auraient pas fait ce que vous avez fait. Leurs instincts les auraient poussés à fuir ou à se figer. Vos instincts vous ont poussé à vous battre. » Krat apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, sans invitation. L'attitude du grand étudiant saurien avait considérablement changé depuis l'incident. Auparavant, il avait été dédaigneux et agressif envers Jake, mais il montrait maintenant un respect évident teinté de ce qui pouvait être de la prudence. « Humain Jake, » dit Krara formellement, « je suis venu demander la permission d'étudier vos techniques de combat. » Jake cligna des yeux, surpris. « Mes techniques de combat ? Je n'ai aucune formation formelle en combat. » « C'est ce qui rend votre comportement si intéressant, » répondit Krat. « Les guerriers sauriens s'entraînent pendant des décennies pour développer le genre de domination psychologique que vous avez affiché naturellement. Nous serions honorés d'apprendre de vos méthodes instinctives. » Les yeux composés du professeur Vexitar s'illuminèrent d'un intérêt scientifique. Cela soulève une question importante sur le potentiel militaire humain. Si des humains non entraînés peuvent dominer psychologiquement des prédateurs suprêmes, quelle capacité pourraient posséder des guerriers humains entraînés? Jake sentit un frisson devant les implications de cette question. « Professeur, j'espère que vous ne suggérez pas que les humains feraient de bons soldats pour les conflits galactiques. »« Pas des soldats, » répondit prudemment le professeur. « Mais les traits psychologiques uniques de votre espèce pourraient être précieux pour de nombreuses applications pacifiques. Opérations de recherche et de sauvetage, gestion de la faune, intervention en cas de crise. Service de protection diplomatique. » Lisa était restée silencieuse pendant la majeure partie de la discussion. Mais elle prit la parole.
Et dans l'autre sens, si les humains ont une psychologie de prédateur, comment les autres espèces réagiront-elles à cette connaissance? C'était une question pertinente qui soulignait les complications potentielles de la démonstration de Jake. Plusieurs étudiants dans le bureau échangèrent des regards, suggérant que l'inquiétude de Lisa était fondée. Certaines espèces pourraient trouver la psychologie humaine dérangeante, admit le professeur Vexar. Les proies en particulier pourraient se sentir mal à l'aise en présence d'êtres ayant des traits de prédateurs si prononcés. L'appareil de communication de Jake carillonna avec un message entrant de la Terre. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit qu'il venait de sa sœur cadette, Amy, qu'il avait l'intention de contacter depuis plusieurs jours. « Excusez-moi, dit-il au groupe, c'est de ma famille, je devrais le prendre. » Le système de communication du bureau s'activa et le visage d'Amy apparut sur l'écran holographique. Elle avait 16 ans, les mêmes cheveux bruns et les mêmes yeux que Jake, et son expression montrait une excitation évidente. « Jake, tout le monde ici parle de ce qui s'est passé à ton école. Les fils d'actualité t'appellent un héros. » Le cœur de Jake se serra. « Amy, s'il te plaît, dis-moi que cette histoire n'a pas atteint les réseaux d'information de la Terre. » « Tu plaisantes, c'est le plus grand sujet de la semaine. Un étudiant humain affronte un monstre extraterrestre est en tendance sur toutes les plateformes. Maman et papa sont si fiers qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. » Le professeur Vexar se pencha vers l'écran. « Mademoiselle Martinez, voici le professeur Vexar de l'Académie. Votre frère a en effet accompli quelque chose de remarquable, mais nous espérons minimiser la publicité pendant que nous complétons notre analyse scientifique. » Les yeux d'Amy s'écarquillèrent en remarquant le professeur extraterrestre et le rassemblement d'étudiants non humains en arrière-plan. « Oh, waouh! Tu es vraiment entouré d'extraterrestres. C'est tellement cool. »« Amy, » dit Jake patiemment. « Ils préfèrent être appelés « personne d'autre monde » plutôt qu'extraterrestres. Et oui, ça a été une expérience intéressante. »« Les gens du gouvernement veulent te parler. » Continua Amy. Quelque chose à propos de l'extension du programme d'échange et de l'envoi éventuel de plus d'humains dans l'espace. Ils disent que la Terre pourrait avoir plus à offrir à la